Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée. Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash info à l'international. Des inondations ont fait au moins 12 morts à l'est de l'Afrique du Sud la semaine dernière. Dans l'une des régions les plus touchées du pays, certaines zones restent inaccessibles par la route après que des ponts ont été emportés par les eaux. Selon les bulletins météorologiques, fortes pluies sont à prévoir dans les jours à venir. L'année dernière, le pays a été frappé par les pires inondations faisant plus de 400 morts à Durban et ses environs. Les autorités du pays ont d'ailleurs déclaré lundi soir l'état de catastrophe nationale selon les centres de gestion des catastrophes de pluie et de plusieurs provinces. Et puis, les autorités fiscales indiennes ont poursuivi mercredi leur perquisition dans les bureaux de la BBC en Inde, entamée la veille, selon des journalistes de la chaîne témoins de ces opérations que les défenseurs des droits liés à la couverture critique du Premier ministre Narendra Modi. Pour rappel, des agents du fisc ont fait mardi dernier une descente dans les bureaux de la BBC à New Delhi. Après avoir autorisé les membres de la rédaction à quitter les locaux mardi soir, les agents ont même passé au crible les appareils numériques pendant la nuit en quête de documents financiers. Selon des médias indiens citant des sources gouvernementales anonymes, le fisc a déclaré que BBC se trouvait en non-conformité délibérée avec sa réglementation. Mais pour le comité de protection des journalistes CPJ, le moment choisi de descendre relève de l'intimidation. Enfin, jeune suprémaciste blanc qui a tué 10 personnes noires mardi et en fin mai dans un supermarché à Buffalo, dans le nord des États-Unis, a été condamné ce mercredi à une peine de vie et de prison. Le phénomène du racisme est très ancien en Amérique. La dernière décision de justice sanctionnant ce genre d'action date de 2020. À l'époque, Travis MC, Michael, 35 ans, et auteur des coups de feu mortels, et son père, Groggy MC, Michael, 65 ans, a été condamné également à la perpétuité sans possibilité de libération anticipée pour meurtre. Info GG à l'international. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi et de l'attention. Le prochain rendez-vous d'information, c'est à 18h30 dans Ainsi va le monde. Ce sera avec Emmanuel Loy. Restez avec nous, les grandes gueules continuent. Donc à Joseph Faratingano et à notre ami Ral Béchani pour les infos, mesdames et messieurs. On revient dans un instant. Cette enquête, évidemment, continuera pour votre bonheur, vous, auditeurs. Mais d'abord, voilà, quelques réactions, évidemment, sur Twitter. On va essayer de partir là-dessus avec, du côté de la régie, si vous êtes prêts, avec plaisir. On va essayer de partir avec quelques messages, évidemment, que vous avez bien voulu laisser là, avec Tidiane Boteyeba qui nous a écrit: bonjour les grandes gueules. Le problème de nos gouvernants, c'est qu'ils ne pensent pas à l'après-pouvoir. Sinon, le CNRD est conscient que les mêmes causes produisent les mêmes effets, car on ne peut pas interdire systématiquement les manifestations et attendre donc la paix. Lui, il est du côté de Douala, donc au Cameroun. On reste avec Cœur de Pirate également aussi, qui nous écrit sur Twitter: bonjour les GG, je comprends pas comment la jeunesse guinéenne peut être manipulée de la sorte. Faut pas se leurrer, mais le FNDC s'est perdu en chemin. Leur combat n'est plus un combat citoyen, plutôt politicien. Ils le disent ce matin. Si tu me vois dans manifestation, c'est pour entrer donc au paradis, dit ce matin ce auditeur. Abou Poutine Banco également nous écrit sur Twitter: bonjour les GG, l'objectif du FNDC est de créer donc le désordre, profiter de ça pour compter donc les victimes et brandir ça comme trophée de guerre. Triste pour le peuple de Guinée et les familles des victimes, dit ce matin ce auditeur. Ibrahima Capello Cissé également nous écrit ce matin: bonjour les grandes gueules, les chroniqueurs du plateau manifestation des FCD, c'est vraiment inopportun. Nous constatons les enfants qui manifestent la nuit, c'est du pure manipulation, donc dit ce matin ce auditeur Ibrahima Capello qui nous envoie ce message. Yulpak ITD nous écrit également: nous sommes au bord de l'abîme, Dieu lui-même semble s'être tourné contre nous, je ne vois pas un rayon d'espoir. FNDC, CNRD, chacun veut montrer donc à l'autre, c'est le roi de la cité,
Et ça, c'est grave, dit ce matin ce toniteur. Shérif Téléaba nous écrit également. Bonjour les GG, ce matin-là, ne vous comprends pas, hein, ça glisse comme LG a l'habitude de dire. Comment vous pouvez taper sur ceux qui manifestent et ceux qui tuent, et qui sont à la base de ceux qui nous conduisent donc à ces manifestations? Pose la question, s'il vous plaît, ressaisissez-vous, dit ce matin ce toniteur. On reste avec toujours cet autre également, lui c'est CC Jean-Louis le Bourgeois qui nous écrit également. Cette manifestation du FNDC, c'est une peine perdue. Et une manifestation pure et simple, hein, de nos pauvres jeunes de l'Axe. Comment peut-on appeler à manifester depuis l'étranger? Pose la question ce matin, ce auditeur. Kunduno et sa bande ne sont plus guinéens que nous. Et il faut soutenir donc le CNRD, dit ce matin cet auditeur. Crismo Diallo également nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. C'est difficile pour un habitant de l'Axe de se déplacer pendant les manifestations. J'ai été réveillé par les tirs à 4h du matin. Je fais un détour pour arriver à Kaloum. Entre l'angoisse et la peur, je me demande comment regagner chez moi ce soir. Pose la question ce auditeur. On reste dans le ciel avec Diallo Alcenoumou également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG, certes, manifester est un droit, ne peut pas le faire en un autre cas. Je m'inquiète pour les vrais gens qui sortent tous les jours pour trouver de quoi manger. Voilà, donc dit ce matin ce auditeur. On reste avec Morlaï Souma également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. Les intérêts personnels maquillés pour en faire un combat national est le résumé de cette manifestation organisée par le FNDC. Manifester c'est bien, mais le faire dans le désordre doit être sanctionné. Gardez vos enfants à la maison pour éviter donc le regret, dit ce matin ce auditeur. On reste avec Youssouf Mario Gonzalez également qui nous écrit. C'est une incohérence notoire de la part des manifestants. On n'a pas besoin de ça et surtout maintenant là. On reste avec Adia Fantakaba également qui nous écrit. Je suis d'accord avec Tamba, il faut prendre ces déclarations avec des pincettes car il n'y a pas de fait sans cause. On est tous d'accord qu'il y a des hommes qui ne sont pas du tout attentionnés à leurs femmes, raison pour laquelle elles pagaillent. Je comprends pas ce qu'elle veut dire, hein, sincèrement. Allez, on reste avec Ibrahima Binta Dia également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. Les manifestants doivent savoir que la force et la violence ne sont pas à mesure de résoudre tous nos problèmes. Elles peuvent engendrer donc des catastrophes au détriment donc de la population concernée. Dit ce auditeur très très nombreux ce matin à nous écrire avec Shérif Téléaba également qui nous écrit. Cette transition est déviée. Le colonel doit nous la rectifier car elle est la seule personne. Il est la seule personne qui puisse le faire et pour que ça puisse réussir. Donc dit ce matin ce auditeur. Dr K également nous écrit. Bonjour les GG. Diriger donc la Guinée est plus difficile que contrôler tout le nord du Sahel. Le président Doumbouya a vraiment du pain sur la planche, mais nous croyons à son amour pour ce pays et tant que vous êtes sur le bon chemin, le peuple patriote vous soutiendra, dit ce matin Dr K qui nous envoie ce message. Un dernier pour la route, c'est de Yula Ibrahim Assouri qui nous écrit. Je pense qu'il est du devoir donc du pouvoir d'instaurer la paix, mais en contournant donc les voies normales aboutissant à une paix durable, il peut réussir à un moment donné, mais entretiendrait donc une bombe à retardement car le peuple ne peut être longtemps ôté de son droit. Donc dit ce matin ce auditeur. Vous êtes très 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 nombreux évidemment à nous écrire ce matin, mesdames et messieurs. Continuez à le faire hein, sur le hashtag Espace GG. Un dernier pour la route avant de continuer avec notre reporter sur le terrain Bouléré qui nous écrit. Bonjour Lamine et à toute l'équipe hein, au rond-point de la tannerie. Point de regroupement donc des manifestants. Il n'y a pas de présence en tout cas des militants de FNDC. Nous avons constaté la présence d'un important dispositif sécuritaire. Les citoyens circulent normalement. 3 pick-up et un camion de police, dont 2 immatriculés, des agents prêts à en découdre avec les éventuels les éventuels manifestants. Dit ce matin Bouléré qui nous envoie donc ce message. Un dernier avec Youssef Kaba qui nous écrit également. Le FNDC dissous élabore un guide de manifestants pour se dédouaner. Pendant ce temps,
ils droguent des jeunes et les poussent donc à paralyser donc la circulation routière et s'en prendre donc à des paisibles citoyens. Depuis hier nuit, des citoyens sont violentés, dépossédés de leurs biens. De 8h à 10h, j'étais au rond-point de la tannerie sans voir l'ombre d'un seul militant responsable de l'UFDG et de l'UFR qui crie sur tous les toits leur soutien à la violence. J'accuse l'État qui refuse de protéger donc les paisibles citoyens que nous sommes, dit ce matin Youssouf Kaba également aussi qui nous écrit ce matin. Vous restez avec nous dans un instant donc la suite de cette enquête avec Tamba Zakari Milimono. Quelles sont les meilleures choses à faire et à voir dans la place financière de l'Allemagne? Francfort am Main ou Francfort sur le Main est pour beaucoup de voyageurs la porte d'entrée de l'Europe. Francfort est la capitale financière de l'Allemagne et grâce à ses gratte-ciel et à sa rivière Main, Francfort est aussi appelé Manhattan. Ville internationale multiculturelle, Francfort ne possède pas la beauté de Berlin ni d'Hambourg. Presque entièrement détruite par les bombardements alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, son petit centre historique a été partiellement reconstruit à l'identique. Mais Francfort dispose tout de même de nombreuses choses à faire. Entre l'art, les balades en plein air, les bâtiments anciens et les gratte-ciel. Plongez-vous dans la ville de Francfort avec Lamine Guirassi et Souleymane Diallo. Et si c'était ça le bonheur, spécial Francfort, c'est ce dimanche à 20h40 sur Espace TV, avec la Fondation Orange Guinée. On en vient évidemment à ce sujet, mon cher Tamba. Tu posais la question que tu as posée au DG, évidemment. Oui, la question m'a été inspirée par le fait qu'à chacune de nos réponses, à chacune de nos questions, il répondait non. Sauf sur un ensemble, sur un certain nombre d'éléments. Je vais par exemple évoquer tout à l'heure un aspect, vous verrez, il reconnaîtra que ça s'est passé de cette façon-là. Du coup, je lui ai demandé, mais alors, directeur général, est-ce que vous pensez que Madame Aïssa Touba est belle? Est-ce que c'est une belle femme? Il nous a dit, il a traîné un peu, la réponse a été non. Je dis, ah bon, vous la trouvez vilaine, cette dame que j'ai vue? Il me dit, elle peut être belle, mais elle n'est pas belle pour moi. J'ai ok. Mais tu l'invites à un dîner quand même. Bon, enfin. Et il dit qu'il ne l'a jamais fait. Mais vous verrez, l'enchaînement des éléments peuvent justement... c'est pas forcément des événements, mais après le propos qu'on a recueilli auprès des collègues, ça nous porte plutôt vers cette conclusion-là. Mais on va continuer à rendre les faits. Vous allez le voir tout à l'heure. Et pour être belle, la mine vraie, elle n'est pas vilaine. Elle n'est pas vilaine, ça c'est important. Et quand c'est beau, je sais quand c'est beau. Voilà, donc elle n'est pas vilaine du tout. Je voulais savoir ce que lui, ça lui inspire. On va donc revenir et on va avancer. Lamine, vous savez, dans ce type d'entreprise, pourquoi tu ris? Non, mais je te regarde, je te regarde plus mal. C'est bon, reviens alors. Okay. Voilà. Donc, tu sais, dans ce type d'entreprise, c'est comme nous. Il y a 4 niveaux, j'ai envie de dire 4 niveaux de relations. Vous avez le sommet stratégique, à l'intérieur duquel il y a le CA, à l'intérieur duquel il y a la direction générale et les cadres. Alors, en dessous de l'entreprise, vous avez la base opérationnelle, ceux qui s'occupent du day-to-day dans l'entreprise, les opérations journalières, les tâches au plus bas niveau, c'est la base opérationnelle. Pour des entreprises plus grandes, vous avez un personnel de support technique que vous pouvez avoir. Même dans le cadre de ce fonds-là, il y en a eu, vous vous souvenez, ce consultant sur lequel je vais revenir un peu plus loin, le consultant de la Banque mondiale ferait, dans le cas d'espèce, office de personnel de support technique. Et puis, il y a donc le support logistique aussi qui existe au sein d'une entreprise. Entre eux, il y a une ligne hiérarchique qui s'établit. Pour que le sommet stratégique atteigne ses résultats, il définit un ensemble d'orientations et d'objectifs pour le personnel qui lui est tout proche. Le directeur général va dire, par exemple dans notre cas, Lamine va dire au directeur général de la télé,
voici ce que j'attends de toi en termes de performance. Voici ce que j'attends de Adafo Régie en termes de performance. Ça se décline de cette façon. Maintenant, Jacques, à son niveau, qui est directeur de la télé, va décliner ses attentes de la direction générale en objectifs opérationnels pour la base opérationnelle. C'est comme ça que ça se fait. Mais j'ai quand même observé, et le directeur général qu'on a entendu ne le nie pas, il va souvent appeler la dame qui est en réalité un personnel de la base opérationnelle, tout en bas. Elle n'est pas son assistante. Ça n'a rien à voir. Elle appartient à une autre direction, celle de l'exploitation. Plus tard, elle va être amenée à l'audit, je vais y revenir. Mais comment on fait pour être le directeur général et que permanemment, on n'appelle pas le responsable de la dame, on le saute et on appelle la dame directement, viens me voir alors qu'elle n'est pas votre assistante. Ça, c'est revenu plusieurs fois. Et la dame de préciser que, en fait, elle est allée dans le cadre de travail avec le directeur général une fois, dans une rencontre avec le FODA, qui a été suivie par une rencontre avec Tulip Industries, que vous connaissez. À part cela, la rencontre avec la Banque mondiale qui a été évoquée n'a pas pu avoir lieu parce qu'elle avait été reportée. Elle a quand même participé à la préparation de la rencontre. Donc pour ce qui est de rencontres dans un cadre strictement professionnel, c'est assez rare et comme vous voyez, ce n'est finalement qu'une seule fois qu'ils ont pu rencontrer des prospects. C'est l'avis de la dame. Le directeur général a son avis et ça consiste à dire « Je ne l'ai jamais reçu seul », c'est ce qu'il va nous dire au départ, mais ensuite il reconnaîtra « Ah oui, je l'ai parfois reçu seul, mais c'est elle-même qui est venue me voir, je ne l'ai pas appelée. » Là également, j'ai insisté. Directeur, il n'y a aucun lien direct entre vous et cette dame. C'est elle-même qui est venue vous voir sans que vous ne l'appeliez. Et il va nous dire, oui, elle est venue d'elle-même. Et ce n'était pas moi qui l'ai appelée les fois où elle est venue seule. Alors, ça, je laisse à chacun d'en tirer sa sagesse. Pour aller plus loin, Lamine le 26 donc, elle va l'appeler, je l'ai dit, avant le 26, elle va l'appeler semble-t-il l'appeler, c'est les dires de la dame, il va l'appeler pour lui faire la proposition d'un dîner un de ces jours. La dame va trouver cela déplacé. C'est ce qu'elle nous raconte. Le directeur général, non. Il dit qu'il ne l'a pas fait. La dame rapporte même qu'un autre jour, je crois que c'est dans une allée, parce qu'il s'agit d'un niveau, un palier, comme nous, il y a des appartements sur la droite, il y a un appartement sur la droite, un appartement sur la gauche. Et donc, il se serait croisé dans une allée. Le directeur général va donc surprendre la dame, la tenir dans ses bras, la saluer et la relâcher avant qu'elle ait même pu réagir, juste pour lui dire bonjour. Ce sont les propos de la dame. Le directeur général nous rapporte que cela n'a jamais existé. Et pour aller plus loin, Lamine, comme je suis en train de le dire, la fois qui va suivre et là où les choses commencent à se corser, c'est là où le monsieur, semble-t-il, va lui demander de lui faire un bisou. Eh ben, oui. Ok. De lui faire un bisou. Et c'est la dame qui nous le dit. Elle est bien ferme sur le sujet. Nous, on a posé des questions à certains collaborateurs, Lamine, qui nous ont dit, parce qu'il y avait deux niveaux de collaborateurs. Il faut le dire, là-bas, il y a déjà deux clans. Hein. Le clan qui défend qu'il n'en est rien. Vous allez voir la thèse avec Mohamed Mara tout à l'heure. Et puis, il y a celui qui défend que la dame n'a pas pu mentir. N'a pas pu mentir. Et nous avons des éléments précis que les collègues... Est-ce que la dame s'est exécutée ou pas du tout en demandant un bisou? Ah non. Ah ouais. Ah non. Ok. D'après le monsieur, ça n'a jamais été entre eux. La dame a dit qu'elle n'a jamais pu se prêter à cela. Et elle lui répond que ça devient très très gênant. Comme à l'accoutumée, le monsieur pourrait donc alors répondre non, c'est une famille, nous sommes la famille ici, des familles de bisous. Maintenant, le 26 août, Lamine, le 26 août, la dame nous raconte qu'elle va recevoir un appel.
du directeur général. Pas par téléphone, hein, mais sur l'interphone. Pas son interphone à elle, parce que le directeur même reconnaît que l'interphone de la dame est en panne. Et que pour l'atteindre, il y a son collègue de bureau qu'elle l'appelle sur son interphone à lui pour lui demander de lui passer la dame pour qu'il parle. Et ainsi, il demande à la dame de monter. La dame va donc monter à la demande de son directeur général. C'est un vendredi et il est 13h, comme à l'accoutumée. Vendredi 13h. Et donc, il commence à causer, semble-t-il, mais il n'y avait rien de sérieux. Comment ça va? Vous voyez un peu ce type de causerie. La dame demande donc à rentrer. Il lui demande, semble-t-il, de rester encore un peu. Elle insiste pour sortir du bureau, pour entrer, mais il insiste. Entre-temps, vu qu'il est dans l'entreporte, ce qui va se passer d'après la dame, le monsieur va venir vers elle, il va l'agripper, il va l'attraper, il va la plaquer contre la cloison du mur, entre la porte et le mur. Il va l'y coller, il va donc la plaquer là. La dame va bloquer son visage. Le monsieur cherche à l'embrasser. La dame tourne de la tête et refuse. Laissez-moi, mais arrêtez. Et à la fin, Samtib dit, bon d'accord, ok, je rends les armes. Ça c'est le geste que la dame nous a fait. Je rends les armes. Ok, c'est bon, écoute, si tu ne veux pas, je ne vais rien forcer. Les grandes gueules. Voilà, tu peux rentrer. La dame serait donc sortie de ce bureau de cette manière-là. Ce sont les propos de la dame. On a questionné le monsieur là-dessus. Il nous a dit, ce n'est pas possible. Et que le jour que la dame évoque ce 26 août, la dame serait sortie du bureau du monsieur en souriant. Et que le monsieur a même une caméra. Il y a même une vidéo que la caméra a pu filmer qui en atteste. Nous avons obligation de le rendre, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'il dit. Mais Lamine, il y a quand même une chose qui va nous interloquer. C'est que la dame va sortir de là et elle revient. Parce que là, elle va être mutée. Hein, mais avant ça, il y a son anniversaire 3 jours plus tard, le 29. Le monsieur va donc la rappeler pour lui dire joyeux anniversaire et lui proposer une autre invitation, une autre soirée, semble-t-il. C'est ce que la dame nous dit. Et donc, de long en large, pour faire court, arriver à ce niveau-là, la dame, de fil en aiguille, elle va quitter ce poste qu'elle occupe. Au départ, je vous ai dit qu'elle était responsable garantie partielle du portefeuille du fonds. Alors, ce qui va se passer, c'est que de là, on va en faire l'assistante du responsable des audits et du contrôle au sein de la boîte. Mais ce n'est pas tout. De ces portefeuilles qu'elle gérait, elle va se retrouver là, rétrogradée, avec un salaire de 10 millions en moins. C'est-à-dire qu'on lui coupe 10 millions sur le salaire qu'elle avait. Elle est rétrogradée. C'est déjà une sanction. Deuxième sanction, c'est la coupe dans son salaire. Or, les administrateurs nous le diront, le cumul de sanctions administratives, c'est rare de chez rare. On va donc lui poser la question, est-ce que vous l'avez rétrogradé? Il dit non, ce n'est pas une rétrogradation. On lui a juste fait changer de bureau. Mais la rétrogradation arrive à la suite d'une évaluation. L'évaluation, je vous ai dit tantôt comment ça s'organise. Ça s'organisait là-bas, à l'intérieur d'une organisation. L'évaluation se fait par qui? Par la direction des ressources humaines et par le supérieur hiérarchique direct. C'est-à-dire que vous êtes à un niveau N, celui qui vous évalue, c'est votre N+1, à partir des objectifs qu'il vous a fixés. Première remarque, le fonds n'a pas été opérationnalisé. Deuxième remarque, il n'y a pas eu d'objectif assigné au personnel. Sur la base de quoi est-ce qu'on évalue? Le directeur général lui-même nous dit qu'on a évalué les gens sur le relationnel et pas sur les capacités techniques à assumer les performances techniques à assumer les responsabilités. Donc on a évalué les gens sur la connaissance de l'organisation. La dame par exemple, on va lui demander c'est quoi le nom du président du conseil d'administration dans l'évaluation du personnel. On va lui poser ce type de questions. Mais à la différence, ce qui va étonner les gens, c'est que la DRH et son responsable direct vont dire la dame est bonne.
Le seul souci avec elle, c'est son assiduité. C'est-à-dire qu'elle s'absente souvent. Mais la raison bien simple, elle habite Bambeto. Et c'était autour des grandes manifestations, vous vous souvenez. Entre juin et novembre, vous savez comment l'axe était avec les manifestations. Donc chaque fois qu'il y a manifestation, le directeur lui-même l'a reconnu, il envoie un message au personnel pour dire ne prenez pas de risques inutiles. Est-ce que vous reconnaissez l'avoir fait? Il me dit oui. Je dis quelle autre manifestation et quelle autre absence la dame a dû faire? Je lui ai donné le cas du décès de la grand-mère de la dame. Le directeur reconnaît oui, c'est moi-même qui lui ai donné l'autorisation. Je dis donc quelle autre absence? Il ne nous a pas donné d'autres cas, il nous a dit en tout cas il y a des absences. Bien. Cela dit, je termine. La maladie, ça c'est moi qui ai évoqué le cas de la maladie parce que la dame a été hospitalisée, je crois, pendant 10 jours. Mais son père a quand même envoyé un message à la direction pour prévenir. Lamine, ce que nous avons entendu de son supérieur et de la DRH, c'est que finalement, la dame avait un bon profil pour ce poste si les absences pouvaient être réduites. Des absences par ailleurs justifiées et acceptées par l'entreprise. Oui. Et donc, dans cette situation, le monsieur décide de la rétrograder contre l'évaluation de ses responsables directs. Je vais faire court en terminant là-dessus, mon cher Lamine, pour dire que oui, si la Banque mondiale ne s'était pas intéressée à ce dossier, il aurait certainement été mis sous le boisseau, il aurait été couvert. C'est un personnel, un consultant de la Banque mondiale qui est revenu, qui a apprécié les performances de la dame, qui est revenu et qui l'a trouvé dans un autre bureau. Ouais. Il va donc lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Il va découvrir que la dame a été rétrogradée. En insistant pour savoir ce qui s'est passé, elle va lui expliquer ce qui s'est passé. Ouais. Et c'est lui qui va saisir la Banque mondiale. Ouais. Et c'est comme ça que la Banque mondiale va demander à Précop, qui s'occupe de la gestion du portefeuille projet de la Banque mondiale en Guinée, de chercher à en savoir davantage. La dame, donc, à la suite de cela, va rencontrer parce qu'il y a une tutelle technique, hein, et c'est important de le dire. Il y a la tutelle technique à l'époque qui était tenue, Jacques l'a dit, par la primature et par le ministère de l'économie et des finances. Donc la dame va aller auprès de la tutelle technique sur conseil aussi de ses collaborateurs, et elle va se plaindre au comité d'éthique. Et c'est le comité d'éthique qui va faire une commission d'enquête et qui va chercher à en savoir davantage. À la suite de cela, le conseil d'administration va être saisi, et à la réunion, je crois que c'était le 29 septembre 2022, la décision d'un conseil d'administration extraordinaire sera de dire on va suspendre ce directeur général le temps de découvrir ce qui s'est véritablement passé. Voilà. Je veux m'arrêter sur un dernier fait. Lamine, le monsieur va porter plainte à la suite de sa suspension pour diffamation, mais le dossier va être aussi porté auprès des tribunaux, cette fois par les dames, pour harcèlement et agression. Je vous ai un peu raconté ce que la dame dit qu'il s'est passé. Ce qui me dérange, c'est ce qu'on a pu entendre. Je vais rapidement vous lire ça. Semble-t-il, et ce sont les propos de la dame que je relais ici, on n'a pas pu avoir le substitut du procureur, vu que la situation est pendante. De toute façon, on sait qu'il n'y aura pas de réponse. Les grandes gueules. Alors, l'avis dans un tribunal de la République serait de dire un directeur peut draguer sa subordonnée et il peut finir par l'épouser. Et on appuie cette thèse en disant un juge peut bien en épouser une autre, non? Alors, où est le mal à vous faire draguer par votre responsable? D'ailleurs, c'est Saint-Valentin. Moi, je vais draguer aussi. Les grandes gueules. La banalisation de ce phénomène. Bien. Il y a d'autres aspects, notamment juridiques, liés à la gestion du personnel, que Mara peut évoquer maintenant. Voilà, mon cher Mohamed Mara, on va continuer avec vous, évidemment, avant de recevoir l'invité dans cette émission ce matin. Vous allez activer votre micro, évidemment. Voilà, mon cher Mara. Au propos rapporté de ce substitut du procureur, s'ajoutent aussi les propos, quand même, à mon avis, gravissimes d'un commissaire de la DPJ qui aurait regardé la femme, qui lui aurait dit « Mais toi aussi, tu es une très belle femme, il fallait lui donner ça. » Waouh. Je me dis que ça, c'est intolérable, c'est impardonnable dans l'administration. C'est pour cela qu'hier, quand nous parlions du cas de cette dame qui est décédée du côté de Ratoma,
malgré toutes les réserves, j'ai quand même dit que chaque fois qu'il y a ce genre de cas, qu'il faut penser à la situation de la femme chez nous. On ne peut pas banaliser cela. Je ne sais pas ceux qui le disent, quelle serait leur réaction si un autre homme faisait le même type d'attentat sur leurs épouses. Ouais. Pas leurs filles, mais leurs propres épouses. Ouais. Je ne sais pas s'ils trouveraient cela normal. Je ne sais pas. Une des questions que j'ai posées au directeur général hier, l'ex-directeur général donc, de ce fonds de garantie, c'est, je trouve qu'il y a trop de familiarité entre vous et cet employé. Il me dit non, c'est du management. Mais aller jusqu'à parler de sa vie intime, au point de parler de son divorce pour une femme qui vient fraîchement de divorcer, j'imagine que c'est difficile pour elle d'en parler. Elle n'en parle pas à n'importe qui. Mais il y avait trop de détails intimes dans les explications de l'un et l'autre pour, je ne dis pas d'emblée qu'il y a eu de l'agression sexuelle. Les grandes gueules. Mais je trouve que même sur le plan éthique, il y a un problème quand même. Il y a là un problème. Mais revenons à cette évaluation. Qui évalue? Qui définit les critères d'évaluation? Ça, ce sont les responsabilités du service des ressources humaines. Les ressources humaines ont élaboré des fiches types. Les ressources humaines contrôlent justement cela. Je veux rappeler que dans un premier temps, ce personnel a été recruté avec une période d'essai de 3 mois. Donc, à la fin, on pouvait continuer l'aventure ou pas. Donc, il fallait les évaluer. Mais comme, pour des raisons que nous allons évoquer dans un autre numéro, d'ailleurs, les textes d'application, plusieurs textes de ce fonds n'avaient pas été validés. Donc, le fonds n'a toujours pas commencé à travailler. En réalité, même son existence juridique n'était pas pleine. Les grandes gueules. 3 mois après, c'était l'évaluation, à mon avis, elle n'était vraiment pas d'acuité, à mon avis. Le directeur général, je lui ai posé cette question, mais sur quelle base elle a été recrutée? Il reconnaît que la dame a été recrutée sur ses valeurs intrinsèques de professionnel. Elle a un bon dossier. Elle a été évaluée et il se trouve qu'elle remplit les critères. Qu'est-ce qui s'est passé pour que seulement 3 mois après, alors que basiquement rien n'a été posé comme acte, on est juste dans le relationnel, qu'on dise non, elle n'est plus apte à assumer ce poste. Ouais. L'évaluation, je disais, devait venir des ressources humaines. La directrice des ressources humaines comment on appelle ça, édité donc des fiches. Elle a procédé elle-même à une première évaluation et la deuxième qui devait tout valider, devait se passer au niveau des responsables de chaque entité. Parce que c'est comme ça que ça se passe. La mine, tu ne peux pas aller évaluer les chauffeurs de la logistique parce que tu ne les pratiques pas au quotidien. Du tout. Tu ne les pratiques pas au quotidien. Ouais. Le directeur des ressources humaines doit s'appuyer à la limite sur les rapports aussi de leurs différents directeurs directement pour savoir qui sont ces gens. Alors, tous les rapports disent c'est bon. Veuillez la maintenir. Mais lorsque tout ça est dit, les grandes gueules. Un détail m'a surpris. C'est que ni la dame, parce que hier on a demandé par exemple des copies de ces rapports d'évaluation. Il se trouve que même la DRH n'a découvert, semble-t-il, ce rapport d'évaluation de cette dame qu'au tribunal. Bien. C'est ce qu'on a découvert. C'est-à-dire que personne n'a vu le rapport d'audit. Non, pas d'audit, le rapport rapport d'évaluation de la dame et de la DRH. Il l'avait gardé. Okay. Le directeur l'avait gardé. Alors, il la reçoit alors que tout le monde dit c'est bon, il faut valider. Je rappelle quand même qu'il y a un contrat, il faut valider. À la grande surprise de tout le monde, il dit pour une question d'absence, qu'il reconnaît par ailleurs justifiée, ce que lui il appelle réaffectation. Alors j'ai eu cette discussion avec lui. J'ai dit mais réaffectation, est-ce qu'elle a été, vous l'avez réaffectée à un poste au moins équivalent? Il reconnaît que non. Parce que le poste auquel elle a été est d'1 ou 2 grades inférieur à celui qu'elle occupait. Donc rétrogradation. Je lui ai demandé, est-ce que vous savez que la rétrogradation en réalité est une sanction disciplinaire forte? Oui. Il s'est tu. Je dis, mais est-ce que vous savez, Tertio, que cette sanction-là doit figurer dans votre règlement intérieur pour pouvoir l'appliquer? Autrement dit, toute sanction disciplinaire qui n'est pas prévue dans votre règlement intérieur, vous ne pouvez pas l'appliquer.
C'est là qu'il dit non, lui il ne pense pas que ce soit une sanction. D'ailleurs, il pense que la dame avait le choix. Je dis, vous pensez qu'elle a accepté son poste par choix ou bien parce que, par peur de se retrouver à la rue? Il dit non, qu'elle n'était pas obligée de rester, elle pouvait partir. Bien. Donc le but apparaît, juridiquement le but apparaît. J'aurais voulu quand même lire l'article 8 ici du Code du travail sur ce qu'on appelle le harcèlement moral d'abord au travail et le harcèlement sexuel. Le harcèlement moral, je crois, à l'article 5 et le harcèlement sexuel à l'article 4. Lorsque vous avez même fait une avance à une femme et qu'elle vous dise non, en aucun cas, vous ne pouvez prendre des mesures de représailles. Même dans un simple quotidien. Parler de harcèlement sexuel peut se passer par les yeux, le regard, les le grandes toucher, gueules, les propos, l'attitude simple. Lisez bien la loi pour comprendre que ce n'est pas acceptable. Mais le pire, c'est quoi? Non seulement il n'avait pas qualité, lui, à l'évaluer, il l'évalue alors qu'il n'a pas préfixé les critères. Parce qu'il faut d'abord indiquer les critères et les résultats qu'on attend de chaque entité, de chaque employé, avant de dire plus tard je t'évalue. Parce qu'on les évalue sur la base de ces critères. Cela n'a pas été fait. Donc on lui demande, mais vous l'avez évalué sur quels critères? Il dit non, simplement du relationnel. Le relationnel, son chef dit, elle peut. La DRH dit, elle peut. Alors, est-ce que c'est votre relationnel à vous deux qui fait qu'elle doit être rétrogradée? Finalement, elle se retrouve assistante. Et là également, une chose ahurissante, même lorsque vous déplacez quelqu'un dans l'entreprise, avec son accord, parce que quand il y a des réaménagements, je ne parle pas d'affectation ou de promotion, mais lorsque vous devez déplacer quelqu'un, que c'est un réaménagement quand même qui lui fait perdre des avantages, vous devez en discuter avec lui. Ça, c'est le code du travail qui l'impose. Il ne le fait pas. Mais il sait que ce réaménagement fait perdre quand même à la dame 10 millions de francs guinéens cash. Donc, que vous le voulez ou non, il y a une sanction. Forcément. Et donc, là-dessus, il était gêné. Je lui ai dit, simplement ceci, je lui ai dit, vous serez, votre entreprise, votre ex-entreprise doit s'estimer d'ailleurs chanceuse que cette dame ne démissionne pas en portant plainte au tribunal de travail. Parce que cela sera assimilé à une... On déclarera, le juge n'a pas le choix que de reconnaître qu'il y a une démission assimilée à un licenciement abusif. Parce que c'est en fait ça la terminologie. Lorsque l'employé a été mise dans une situation telle qu'elle ne peut plus continuer à effectuer son travail dans les mêmes conditions qu'avant, si elle démissionne, la loi considère qu'en fait, ce n'est pas une démission, c'est un licenciement forcé. Parce que la situation a été provoquée. Et c'est malheureusement la situation dans laquelle on s'est retrouvé. Les discussions avec d'autres figures féminines de la boîte nous ont quand même laissé entendre. J'ai demandé à une dame, mais écoutez, est-ce que vous pensez honnêtement que ce monsieur peut harceler? Ne serait-ce que par le regard. Ou peut-être qu'il y a eu une mauvaise interprétation d'un regard, de mots, de gestuels ou de circonstances. La femme me dit, hey, c'est possible, vous ne le connaissez pas. Appelez-le, quand il aura fini de vous parler, vous saurez quel genre de personne c'est. Il est convaincant, il parle beaucoup, il parle bien et tout, mais il est léger dans le geste. Donc il y a eu des témoignages comme ça. Et le dernier point, c'était de savoir, puisqu'il se plaignait de l'attitude du conseil d'administration qui serait allé trop vite. On a vérifié. Est-ce que le président du conseil d'administration avait un intérêt quelconque à le limiter de cette manière-là? Pourquoi? Parce qu'il se trouve que le fils du président du conseil d'administration, donc l'ancien vice-gouverneur de la BCRG, est lui aussi directeur d'une des entités à l'interne. Mais nous vérifions, le monsieur a été recruté dans les mêmes conditions que tout le monde, ça n'a rien à voir, et il n'est même pas bénéficiaire de ce qui s'est passé au sommet. Bien. Et donc, on a pris énormément de temps, je crois, près de 2 heures avec celui-là également, pour tenter de corroborer tous les dires. En tout, on a, je crois, discuté avec au moins une 8aine de personnes ou une dizaine de personnes donc pour comprendre. Donc, l'agression, il faut bien que le cas de ce monsieur Bangoura serve de leçon à tous les administrateurs, à tous les managers, les femmes, même les hommes, parce qu'attention, on parle souvent, dès qu'on dit agression, harcèlement, les grandes gueules, que c'est seulement les femmes qui en sont victimes. Il y a des hommes qui sont victimes d'agression sexuelle. Lorsque vous pensez faire des avances à une femme et qu'elle vous dise stop d'une manière ou d'une autre, sachez vous arrêter. Aujourd'hui, il perd son poste. Aujourd'hui, il est assigné en justice. C'est avilissant, c'est difficile à tenir. Mais voilà ce qui s'est passé à ce fond. Contrairement à tout ce que l'on a dit, qu'il y a une sorte de cabale, on a vraiment... Parce que je vous assure que nous sommes partis
au départ, surtout avec les premières personnes reçues, 3 personnes au moins qui ont témoigné, qui pouvaient nous conditionner à dire oui, il s'agissait d'une cabale, un topo. Mais dans les dires même du monsieur et de la femme, c'est quand même très compliqué à expliquer qu'un directeur général d'un balcon montre sa maison sur les îles à une employée, l'y invitant et tout, et sache les moindres détails de la vie intime de cette femme. Pour terminer, je vais vous dire quelque chose que vous n'allez pas aimer. Je pense qu'il y a eu tellement d'échanges entre ces deux, je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas tourné, mais tout ce qui a été dit ne peut pas avoir été dit juste lors d'une seule discussion. Vous pouvez parfois mal interpréter une femme si vous ne faites pas attention. La femme peut vous écouter. La femme, par respect, peut vous donner l'impression qu'elle se laisse faire. Mais lorsque le non est dit clairement, sachez vous arrêter. Voilà. Sachez vous arrêter. Mohamed Mara, voici donc ce qu'on pouvait dire sur ce dossier d'enquête. Dans un instant, notre invité. Les grandes gueules d'Adafo Média, le talk show qui fait trembler les politiques. Les grandes gueules, c'est à coup de scoop et révélation. Les grandes gueules ont forgé l'image des pourfendeurs anticorruption, malgré les critiques des politiques et d'une partie de la presse en Guinée. Les grandes gueules, c'est fait une spécialité depuis plus de 5 ans, des enquêtes qui ont ébranlé le sommet de l'État. À suivre tous les jours sur Adafo Média et l'ensemble des réseaux partenaires. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. On en vient à ce sujet, mesdames et messieurs, évidemment avec notre invité. Je le disais tantôt, le 25 février 2019, une opération donc de casse démarre à Kapororaï et Kipé 2. Selon un rapport de l'Organisation internationale de veille pour les droits humains, 2500 maisons ont été donc démolies avec un peu plus de 20 000 personnes impactées. Il faut le rappeler, 4 ans plus tard, les 1203 familles concernées continuent d'attendre des réponses de l'État guinéen en termes donc d'accompagnement et de dédommagement. Quelle est la situation 4 ans après le déguerpissement? Nous posons toutes ces questions ce matin, Mafoudi Abangura, à notre invité qui n'est autre que Mamadou Sambasso. Il est le porte-parole du collectif des victimes de Kapororaï. Monsieur So, bonjour et bienvenue chez les GG. Voilà, allez, vous allez activer ce micro. Voilà, c'est bon. Bonjour Lamine, bonjour à tous les amis qui sont là et bonjour aussi aux millions d'auditeurs d'Espace. Merci beaucoup. Allez, dis-moi. Alors, ça fait plusieurs années que vous êtes avec ce dossier. Plusieurs années, la justice est invitée. Dites-nous à date, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui nous vaut votre visite dans ce studio? C'est quoi la nouveauté? Bon, écoutez, nous sommes en train de préparer la commémoration de l'an 4 de la démolition de nos maisons pendant ce mois de février-là. Pour rappel, c'était le 25 février 2019 que les machines de M. Ibrahima Kourouma sont entrées en action à Kapororaï sur ordre de M. Alpha Condé. Ouais. Et donc, 4 ans après, nous attendons encore, nous continuons à être des réfugiés dans notre propre pays, parce qu'il faut le dire ainsi. On a été victime de tout ce que vous avez suivi. Et donc, sous Alpha Condé, on n'était même pas à mesure de lever le doigt. Il a fallu donc que le colonel soit là et qu'il fasse ce qu'il a fait le 5 septembre pour qu'un grain d'espoir puisse renaître dans ce dossier. Mais il faut reconnaître que si on a rencontré le ministre Ousmane Gawal Diallo qui était à l'habitat à l'époque, et même après le colonel Ibrahima Souri Bangoura, l'actuel ministre, mais aussi les religieux et Dr Makale dans le cadre des assises, des négociations avaient démarré. Malheureusement, entre nous et Imag Holding, on n'a pas senti une véritable implication de l'État parce que nous nous attendions à ce qu'il y ait une commission composée à la fois du ministère de l'urbanisme, du collectif, mais aussi d'autres peut-être entités qui peuvent aider à faire bouger les lignes. Ouais. Vous avez suivi cette histoire de 50 milliards qu'on voulait mettre à notre disposition. Sauf que en réalité, l'argent n'a jamais existé. Puisqu'on nous dit on va vous donner 50 milliards payables en 10 tranches pendant 30 mois en fonction des recettes liées au projet. Il a fallu qu'il y ait beaucoup de battage à notre niveau.
pour que IMAG, qui avait fait du tapage médiatique avec la RTG, Yoma TV, mais aussi Guinée News, en citant des entreprises comme Ecobank, la Société Générale, avec lesquelles ces Ivoiriens-là étaient en négociation. Il a fallu qu'on tape du poing sur la table, qu'on alerte ces entreprises-là pour qu'on nous envoie du côté de Forécaria et du Breka, nous montrer des domaines. Mais après, nous avons dit d'accord, nous sommes disposés à prendre 144 hectares aménagés, viabilisés, mais à côté, il faut qu'il y ait un fonds pour aider les victimes à reconstruire les maisons. Et là, cette histoire de 50 milliards... Ça n'a jamais existé. Oui, cette histoire, les milliards dont on nous parlait ont été, disons, mis de côté, et cette fois-ci, on nous a sorti une autre hypothèse, c'est selon laquelle on compte verser 7% sur chaque mètre carré qu'on mettrait à la disposition des entreprises privées. C'est là que notre avocat a demandé à IMAG de nous fournir les données, combien d'hectares l'État a mis à sa disposition, et depuis lors il n'y a pas eu de suite. Donc nous avons tapé à plusieurs portes. 4 ans après, donc on n'arrive pas à voir le bout du tunnel, et nous espérons que le colonel va finir par nous écouter, parce que il a fait des efforts pour la famille du président Sékou Touré. C'est vrai que c'est le père de la nation pour les villas de la Bellevue, mais là c'est une seule famille. Nous, c'est 1203 familles. Nous sommes aussi des Guinéens. Et à côté, vous suivez le procès du 28 septembre. Parfois, on a envie de dire pourquoi pas nous, pourquoi on est en train de régler de gauche à droite des problèmes, alors que nous aussi, nous sommes des Guinéens. Je suivais qu'il y avait une très très belle lancée sous Ousmane Gawal Diallo. Des négociations avaient été engagées effectivement avec IMAG, mais même avec Gawal, il y avait des tractations avec vous, notamment pour savoir si vous y alliez ou pas, parce que semble-t-il, il y avait au sein de vous un bon nombre qui n'étaient pas d'accord avec l'offre qui vous avait été faite. C'est quoi la vérité de cela? Deuxièmement, aujourd'hui, maintenant qu'on est à une telle situation, qu'est-ce que concrètement vous attendez de l'État qui peut être fait dans la perspective de ce règlement? Les grandes gueules. Bon, écoutez, M. Ousmane Gawal a beaucoup aidé lorsqu'il était dans l'opposition pour la levée de fonds, et même quand il est arrivé, il a reçu Orange Guinée à travers son directeur à l'époque, M. Diop, et il a clairement dit à Orange que l'État cherchait à trouver une solution à ce problème-là avant de permettre à Orange de s'implanter à Kapororaï. Ça, c'est quand il était ministre de l'urbanisme. Ousmane Gawal, devenu ministre des Télécoms, a été celui qui a envoyé Orange Guinée poser la première pierre donc de la maison d'Orange à Kapororaï. Donc cette histoire, l'opposant change complètement de ministre. Voilà, tu peux. Je le dis, Lamine, parce que je sais que IMAG a eu presque la main tordue en fait. L'État s'est appuyé sur IMAG pour pouvoir régler cette situation, et il faut le lui reconnaître. C'était l'œuvre de Ousmane Gawal Diallo. Ça, on ne réussit pas. On le nie pas. Le sens de ma question, c'est Ousmane Gawal Diallo parle, mais il y a toujours un département. Qu'est-ce qui a été fait? Pourquoi ça Seulement, il y avait un problème autour de 7% qui avait été proposé justement sur Ousmane Gawal, parce que les habitants de Kapororaï, j'aimerais bien qu'on me rectifie là-dessus, ont eu le sentiment qu'en réalité, l'offre était vide, parce que l'objet, les 7%, c'était sur quoi spécifiquement? Et on a dit non de chaque mètre carré vendu. Sauf que les données techniques demandées par les victimes n'ont pas été fournies. Si on vous dit 7% de ce qu'on va vendre, ok, mais dites-nous combien seront vendus. Ça, j'avais compris. Combien seront vendus? Et là, parce que c'est sur la base de ce qui va être vendu qu'ils peuvent être dédommagés. Ça, j'avais compris. Monsieur avec Ousmane, c'est allé très vite. Après Ousmane, ça s'arrête. Forcément, il y a un problème. Même pendant Ousmane, ça s'est arrêté. Parce que toutes ces histoires-là se sont passées sous Ousmane. Il faut reconnaître sa bonne foi, mais comme je l'ai dit,
en fait, on a voulu tout mettre sur la tête de IMAG, alors que IMAG n'est pas l'auteur de la démolition de nos maisons. C'est vrai que nous cherchons une solution, peu importe, même si c'est la mine qui donnait de l'argent, on va prendre l'essentiel et qu'on soit rétabli dans nos droits. Maintenant, le problème, c'est que nous avons trouvé qu'il y avait un manque de sincérité. Et quand... un mensonge d'État, il faut dire les choses comme elles sont. Et lorsqu'on va jusqu'à prétendre que le collectif est divisé, c'est là où ça nous fait mal. Parce qu'il n'y a jamais eu de division. Personne n'est venu ici parler au nom du collectif sans que ça ne soit le président ou moi ou quelqu'un d'autre. Tout ça nous a semblé... Où vous en êtes aujourd'hui, M. Sow? L'actuel ministre, est-ce qu'il vous a reçu? Oui. Qu'est-ce que vous avez dit? Il nous a reçu, le colonel Ibrahima Souri Bangoura. Il nous a demandé ce que nous voulons. Nous lui avons expliqué ce que nous voulons, à la fois des terres, mais aussi de l'argent pour reconstruire nos maisons. Donc il a dit qu'il prenait bonne note et qu'il allait rendre compte. Donc nous sommes dans cette attente-là. IMAG Holding aujourd'hui, d'après les informations, est dans une situation difficile et aux dernières nouvelles, c'est Sonoco qui serait sur le point de racheter au moins 70% des actions de IMAG Holding. IMAG doit de l'argent même à des sociétés qui avaient fait des travaux sur place pour elle. Et donc la situation est compliquée. Pour que le site de Kapororaï puisse servir à la nation guinéenne, il faut trouver une solution au problème des victimes, sinon je pense que la situation va continuer à perdurer. Voilà, mon cher ami, cette caméra vous appartient juste en dessus de Tamba. Certainement, le colonel vous écoute ou vous regarde en ce moment à la télévision. Si vous avez un message, vous avez la parole, monsieur Sow. Ce que nous pouvons demander au colonel Mamadi Doumbouya, c'est de penser aux nombreuses familles de Kapororaï dont beaucoup sont en train de décéder, des vieilles personnes. Il y a, vous avez des veuves qui avaient été laissées là par leur mari, des maris qui pensaient que c'était totalement terminé puisque on a laissé des maisons. Une maison pour nous est une vie. Ce n'est pas comme un mania ou une autorité qui peut pomper dans les caisses de l'État ou passer par des raccourcis pour construire une maison. Pour nous, il a fallu faire des économies et ces économies-là ont été faites par des fonctionnaires dont des militaires à la retraite. Et nous demandons au colonel, puisqu'il est venu pour corriger des erreurs, le cas Kapororaï, c'est une erreur commise par M. Alpha Condé qui l'a renversé. Il lui revient en tant que père de la nation aujourd'hui de se tourner vers ces victimes-là et de régler définitivement cette situation. Il sortira grandi de cette histoire. Merci beaucoup, mon cher ami. En tout cas, merci d'être passé nous voir. On a terminé ce matin. Merci à vous tous. Merci à Abdoulrad Dramé qui a réalisé cette émission ici à la radio. Merci à toute l'équipe du côté de la régie. Demain, Tamba vous retrouvera évidemment avec toute l'équipe. Merci. À très bientôt sur Espace.